pour ça. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quatre intervenants géniaux ce matin. Marie-France Barrier, qui est la fondatrice de l'association Des enfants et des arbres. Euh, Salut Marie-France, tu vas nous en dire un mot dans une seconde. Juste à côté, du moins sur mon écran, Amandine Hersan, qui a longtemps été directrice de l'association Planète Urgence, et tu en es devenue présidente il y a peu de temps. Pour ceux qui ne sont pas très familiers du fonctionnement des associations, directrice, ça veut dire que tu étais salarié de l'association. Présidente, ça veut dire que tu es devenu bénévole de l'association que tu as dirigée pendant de plusieurs années. Je ne vais pas spoiler ce que fait Planète Urgente ni ce que fait les Enfants des Arbres parce que vous en parlerez toutes les deux beaucoup mieux que moi. Kevin André, tu es le cofondateur de Kawa. Et là encore, je réserve le suspense de ce que fait Kawa pour un peu plus tard. Et enfin, Pâquerette, tu es la directrice de Acta Vista, Pâquerette de Motte Ménard, pardon, structure du groupe SOS comme Planète Urgence d'Amandine. Et là encore, Pâquerette, je te laisserai présenter les activités d'Acta Vista tout à l'heure. Je le disais en introduction et je le répète très rapidement, la régénération, ça peut porter sur les écosystèmes vivants sur lesquels s'appuient les activités d'une entreprise ou d'une association, mais ça peut aussi concerner d'autres ressources du territoire ou d'autres éléments clés du territoire comme son capital social et ses ressources économiques. Et c'est un peu le thème qu'on voudrait développer ce matin avec donc quatre structures du monde de l'ESS, deux entreprises, deux associations qui illustrent donc la variété et la diversité du monde de l'ESS et qui vont également illustrer la diversité de leurs actions, de leurs activités et des impacts qu'ils ont sur les territoires. Pour commencer, si ça vous va, je voudrais me tourner vers Amandine et Marie-France. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi consistent vos activités avant de nous dire comment elles arrivent à régénérer les écosystèmes? Alors, pour pas vous... peut-être commencer par Marie-France et puis Amandine juste après. Alors, t'as ton micro qui est coupé, Marie-France. Non, toujours pas. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer vers Amandine, c'est OK? C'est pour toi de prendre la suite et pendant que Oui, vous Marie-France... m'entendez bien? Ouais, super, nickel. Bon, super. Ravie d'être avec vous ce matin. Et donc, Planète Urgence, c'est une association, loi 1901, dont l'objectif est de réconcilier l'humain et la forêt. Partout dans le monde, on se rend compte que la tension sur la déforestation est liée aux activités humaines. À 80%, c'est lié à l'agriculture. Et que du coup, on a besoin, si on veut garder ces écosystèmes forestiers le plus intacts possible, on a besoin que l'humain puisse vivre avec et pas contre la forêt. Donc, c'est tout notre métier. On travaille dans le bassin du Congo, en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Et sur tous ces écosystèmes-là, on va essayer à chaque fois de bien comprendre ce qui joue au niveau local et de pouvoir apporter des solutions avec les communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes être protecteurs des forêts. Alors, du coup, c'est toi qui as le micro coupé, Ouais, merci. excuse-moi. Donc vraiment, le cœur, la grande spécificité que je trouve très intéressante de Planète Urgence, c'est que vous travaillez avec les communautés et vous cherchez à les incapaciter pour qu'elles s'autonomisent et qu'elles mènent des projets qui soient les plus durables possibles, hein, c'est ça. Exactement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de pas seulement faire en direct et le faire le moins possible en direct, mais renforcer les acteurs des territoires, que ce soit des coopératives agricoles, que ce soit des réseaux de femmes, que ce soit des associations qui se sont structurées localement, ou alors juste des communautés villageoises pour qu'elles soient vraiment porteuses de la solution elles-mêmes, qu'elles la trouvent et qu'elles la mettent en place. Et donc, on a tout un projet de renforcement de capacité comme on l'appelle dans le monde du développement, où on va soutenir des acteurs de la société civile. On a à peu près une centaine d'acteurs qu'on accompagne tous les ans et qui sont sur tous les terrains d'intervention pour que un jour Planète Urgence puisse disparaître. Vraiment, ça serait le rêve. L'objectif de Planète Urgence, c'est de disparaître le jour où ces activités ne sont plus nécessaires, tellement tout va mieux.
Merci beaucoup, Amandine. Marie-France, est-ce que tu as un micro qui marche désormais? Normalement, oui. Oui, nickel. C'est bon, bravo. Alors, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Et donc, Des enfants et des arbres a pour mission de créer pour sa part des synergies entre d'un côté la jeune génération, les enfants, les écoliers, les collégiens des territoires, qui sont donc les citoyens, les consommateurs, les dirigeants, on l'espère, de demain, et les mettre en lien avec celles et ceux qui nous nourrissent, le monde agricole, les mondes agricoles, encore, enfin, en réalité dans leur grande diversité, pour accompagner ces mondes agricoles dans la transition agroécologique et que celle-ci devienne à plein une aventure citoyenne et un projet de société. Et donc, pour mettre en lien ces deux acteurs de demain, ceux qui vont faire pousser des paysages nourriciers et fertiles, et de l'autre, ceux qui vont faire pousser des citoyens engagés et porteurs de solutions, eh bien, on utilise l'arbre comme trait d'union. Alors, l'arbre, pour toutes ses vertus agronomiques, en lien vers le climat, la biodiversité et autres, mais aussi comme trait d'union entre les acteurs, entre les générations. Et donc, très concrètement, les classes de donc, plusieurs milliers d'enfants viennent planter des haies bocagères et accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets agroforestiers, donc en plantant des arbres avec et chez les agriculteurs de leur territoire. Super, merci beaucoup Marie-France. Et sur ces activités, pour bien comprendre ce que fait les enfants des arbres, on a la chance depuis quelques semaines de pouvoir le voir dans un documentaire, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a une série documentaire qui est actuellement diffusée sur Canal+, qui s'appelle Nos mains dans la terre, l'aventure des enfants et des arbres, et donc qui permet de voir un petit peu toute l'énergie, toute la joie qui se met en œuvre quand on met en lien des acteurs très différents qui vivent en général côte à côte sans se connaître, et quand on les met en lien et qu'on crée des dynamiques de rencontre et de coopération, eh bien, à la fois, ça nourrit le sol, la biodiversité, et ça nourrit la confiance en soi et les relations et la cohésion humaine sur les territoires. C'est un peu tout ça qui est montré. Et donc, la série est à explorer sur Canal+. Donc, ne pas hésiter à choper les codes chez des copains ou des grands-mères si on ne les a pas. Ou sinon, il y a deux premiers épisodes qui sont à disposition sur YouTube. Super, merci beaucoup Marie-France. Et du coup, une question pour toutes les deux, parce que vous avez commencé à le dire, mais je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant dans la façon dont vous menez vos activités, c'est que, euh, d'ailleurs, c'est à vous que je devrais poser la question, comment vous considérez qu'elles sont régénératives? On imagine bien le fait que planter des arbres a un effet bénéfique sur les écosystèmes vivants, mais la façon dont vous le faites, très particulière, assez unique. Elle me permet à mes yeux d'aller au-delà. Comment vous les définiriez, vous, peut-être en commençant par Amandine, cette question de la régénération dans tes Ouais. activités? La régénération, j'étais sur une table ronde avec Christophe Salmpel, donc qui est un peu au cœur des sujets de régénération, euh, et qui disait la régénération, attention, parce que c'est pas uniquement la capacité du vivant à revenir, c'est la capacité du vivant à revenir seul, sans aide extérieure. Et donc c'est quand on se coupe et qu'on a une blessure, ça va se régénérer, mais sans aide extérieure. On n'a pas besoin d'apporter des médicaments, on n'a pas besoin. Et c'est ça la régénération. Et donc, du coup, nous, dans notre vision du territoire, ça veut dire qu'il faut que le système local fonctionne seul, sans aide extérieure, pour pouvoir avoir cette réconciliation entre tous les êtres vivants. Et donc, c'est ça qui est important pour nous, c'est-à-dire comment sur le territoire, on va travailler pour que on ait des acteurs qui soient suffisamment forts, suffisamment solides, équipés, financés, pour pouvoir ensuite être autonomes pour travailler sur cette régénération des sols, de la biodiversité sur un territoire, tout en eux pouvant se régénérer par eux-mêmes, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir se chauffer. On est sur des zones extrêmement fragiles hein, chez Planète Urgence. On a nos grands critères d'intervention, ça va être une biodiversité exceptionnelle,
des vulnérabilités humaines très fortes, soit de la pauvreté, soit des enjeux d'adaptation au changement climatique, des zones qui peuvent être potentiellement rayées de la carte humaine à un moment dans les prochaines décennies, et puis un enjeu aussi de forêt et de présence de la forêt. Donc quand on a ces trois éléments-là et qu'on voit que les équilibres ne sont pas présents, comment est-ce que le territoire arrive à retrouver une force pour que les deux puissent vivre ensemble, humain et forêt. Magnifique, merci, merci Amandine. Faut peut-être Du que je sois coup, un peu plus concrète après si j'ai le temps de partager un exemple, parce que bah vas-y, vas-y, on peut ouais, prendre 2 on peut minutes pour prendre le deux faire, ouais, minutes. carrément, bien sûr. Si je vous emmène sur le Bénin, par exemple, au Bénin, on a un projet autour des forêts sacrées. Donc le Bénin, c'est le cœur du vaudouisme. On a 2900 forêts qui sont dites sacrées et qui sont protégées par les ancêtres, par des totems. Et il y a des relations très fortes qui existent entre l'humain et l'écosystème forestier. Ça peut être une montagne, ça peut être un animal, etc. Quand il se passe quelque chose sur cet écosystème, ça va impacter la communauté. Et donc ça a beaucoup protégé ces forêts au niveau du Bénin. Le problème, c'est que tout le reste des forêts a été très impacté, notamment pour couper du bois pour se nourrir. Et donc, on commence à avoir des destructions dans les forêts. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler avec les villageois pour comprendre d'où viennent ces destructions, à quoi elles sont dues. Et souvent, c'est de la petite agriculture vivrière et on va venir grappiller dans la forêt. Ou sur des moments de difficulté économique, on va venir couper du bois pour le transformer en charbon. Et donc, on va travailler avec les communautés pour leur proposer des alternatives et pouvoir les accompagner sur la reforestation utile à leur vie quotidienne autour de la forêt et en même temps faire de la conservation de ces forêts sacrées et en recréant un lien sensible avec de l'éducation. On va engager les enfants, les éducateurs, les parents, proposer aussi des alternatives économiques qui vont permettre de vivre grâce à ces forêts sacrées, donc l'apiculture typiquement. Et en fait, et après, on va faire des gouvernances locales. Et on va travailler sur le droit foncier, sur la protection du territoire, sur la relation avec les autorités, etc. Et donc, avec cette vision 360 degrés, ça va nous permettre vraiment de recréer ce lien et que le système fonctionne dignement pour toutes les parties en présence. Alors, Bertil, Ouais. micro coupé. Ah, merci, excuse-moi. Ouais, petite question. Comment t'es... En fait, donc ton modèle consiste à engager des entreprises plutôt françaises dans des projets de soutien à ces communautés et de reforestation. Comment est-ce que tes partenaires français valorisent, comprennent cette dimension-là et quelle place ça occupe dans le fait qu'ils se tournent vers toi plutôt que vers d'autres acteurs qui replantent des arbres sans nourrir autant ces communautés? Quelle place ça occupe? Alors, effectivement, on est financé à 70% par le secteur privé, ce qui est assez spécifique dans le monde associatif. Et après, on va aussi avoir des acteurs publics, des fondations françaises et internationales qui nous financent. Et quand il y a un financement d'une organisation, souvent, c'est dans une optique de contribution. C'est de se dire, je fais ce que je peux dans ma chaîne de valeur, mais j'ai besoin et j'ai le souhait de contribuer en dehors de ma chaîne, parce que je vois bien que l'enjeu n'est pas uniquement dans ma chaîne de valeur et que les équilibres mondiaux sont aussi très liés à des zones sur lesquelles les entreprises ne sont pas toujours actives. Et donc, du coup, elles vont financer des projets Planète Urgence en ayant envie d'aller au-delà de la plantation d'arbres. Donc, on a un système qui s'appelle 1 € un arbre, donc qui est assez attractif au démarrage. Mais finalement, dans les projets, on va vraiment au-delà de cette plantation d'arbres et on essaye de faire les liens avec tous les éléments du territoire. Et c'est ça finalement que les entreprises aiment, c'est la qualité du projet, leur profondeur et la capacité à aller toucher une vision paysagère versus une vision de l'arbre uniquement. Mais comme Marie-France, c'est l'histoire complète en fait qui est intéressante. Et alors justement, Marie-France, merci beaucoup Amandine pour cette transition. Marie-France, dans le documentaire dont tu parlais, qui est absolument magnifique, hein. Moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs épisodes. Il est adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il est merveilleusement réalisé. Ça donne à voir à quel point l'activité que tu mènes avec les enfants et les arbres, évidemment, améliore la biodiversité des champs et des vignes dans lesquels tes enfants replantent des arbres. Mais je trouve que on voit très bien dans le documentaire l'impact aussi sur la vitalité démocratique des territoires. Et sans spoiler la fin de la série, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur cette mission
tu t'es donné en fait avec l'activité que tu portes. Oui, alors, pour être sur cette dynamique d'écriture du documentaire, là, l'idée, c'est qu'on a, euh, si on part régénération, nous, l'idée, là, c'est que les enfants aient confiance en demain, aient confiance en eux-mêmes, en leur capacité d'être des acteurs, aient confiance, soient lucides sur les enjeux auxquels ils vont faire face, et ils font face, mais qu'ils puissent se saisir de solutions à leur portée et qu'ils aient vraiment l'impression que, enfin, l'expérience et le ressenti qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et donc là, on les amène à travers cette série, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire à partir de la rentrée prochaine avec toutes les classes qui vont rentrer. C'est on engage les enfants à apprendre ces enjeux climat, biodiversité, alimentation. Deux, à être acteur, à venir planter, à transformer son territoire, à venir vraiment planter 200, 300, 400 arbres, parce que c'est en général des plantations qui sont significatives. Et là, dans la série, on les a engagés à chacun faire des interviews de leurs agriculteurs planteurs, qu'ils sont venus pour une euh, petite cohorte d'élèves présenter un film à l'Académie du climat, à une assemblée de députés et de sénateurs venus les écouter. Et donc, alors bien sûr, ça n'a pas été transformant, hein. Je veux dire, ce qui se passe actuellement tant au Sénat qu'à l'Assemblée nous montre que la parole de ces enfants n'a pas été complètement entendue, mais en tout cas, c'est générer ou régénérer, enfin plutôt générer chez ces enfants la certitude qu'ils sont légitimes, en fait, que ce sont des citoyens déjà à plein, et qu'ils ont, à partir du moment où ils ont appris, agi, ils sont légitimes pour aller s'adresser à des adultes, et pourquoi pas aussi à leurs élus, pour les mettre en face non seulement de ce qu'eux ont appris, mais aussi en fait, de cette réalité et des moyens dont on dispose pour la transformer. Donc, en effet, et l'année prochaine, en fait, on va faire en sorte, avec cette base de ce documentaire qui va être mise à disposition de tous les enseignants planteurs, que chaque classe, eh bien, crée son propre podcast, son propre documentaire, après avoir planté, bien sûr, avec son agriculteur, et aille solliciter, interpeller les élus pour voilà, leur tirer la manche et les mettre en réalité du fait que chaque décision implique ces jeunes enfants. Voilà. Mais pour reprendre un petit peu ce que disait, en quoi on est vraiment très aligné avec Amandine et Planète Urgence sur la façon dont on fonctionne. Nous aussi, on a vraiment cette idée que des enfants et des arbres n'est rien d'autre qu'une courroie de transmission qui va animer et donner une idée, des outils et des financements pour les acteurs du territoire se mettre en lien et réaliser leurs propres projets. C'est-à-dire que des enfants et des arbres, on est une toute petite structure, hein, mais on agit dans 54 départements. L'hiver dernier, on a planté dans 54 départements. Donc nous, on ne va pas dans 54 départements. Et en l'occurrence, l'hiver dernier, c'était 163 plantations dites scolaires et solidaires qu'on organise. Et en fait, on travaille avec toutes les experts, les énergies, les élans qui sont sur les territoires et qui sont souvent un peu côte à côte. C'est-à-dire que moi, j'ai fait donc du documentaire pendant très longtemps, et en allant interviewer les acteurs du territoire, les acteurs de la transition agroécologique, je pouvais voir combien il y avait infiniment d'acteurs, mais qui souvent souffraient de leur isolement, et des enfants et des arbres. Et là, pour mettre en lien des gens qui ont plein de choses à faire ensemble. Et en fait, ils font, eux, alors avec plein, on travaille aussi avec plein d'associations, ça peut être la LPO, ça peut être Terre de Liens, ça peut être moult structures qui vont être expertes dans la plantation d'arbres, avec les écoles, et finalement des enfants et des arbres. Et là, pour donner le tempo, pour souffler le texte aux uns et aux autres pour qu'ils puissent se mettre en lien. Mais c'est leur projet, c'est leur réussite, l'agriculteur est le maître d'œuvre de son projet. Et voilà. Et donc, cette notion on va régénérer, bien sûr, parce que dès qu'on plante des arbres, eh bien, dans son sillon, dans leur sillon, émerge toute forme de vie. Mais on va surtout régénérer
la capacité, la confiance de chacun des parties prenantes, des plus jeunes aux agriculteurs qui se sentent souvent esseulés, mécompris, isolés et jugés. On va à chacun donner la capacité de se sentir eh bien, au cœur, puissant et intégré à une troupe qui fait du bien à chacun. Et ben, ça fait une transition magnifique. Marie-France, merci beaucoup pour la séquence d'après qui concerne Pâquerette, puisque cette question de la confiance, de redonner confiance au territoire, est un peu, du moins à mes yeux, au cœur des activités d'Actavista. Donc l'Actavista, c'est la structure que tu diriges, Pâquerette, dont tu vas nous dire un mot dans une seconde. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as enfin, tu as demandé à réaliser une étude de mesure d'impact de l'activité d'Actavista, donc entreprise d'insertion, sur un secteur très particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? D'abord de Oui, l'activité que bien mène sûr. Actavista et puis de cette mesure d'impact que tu as lancée. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, on est un projet qui est avant tout social. Alors, c'est une association hein, aussi, loi 1901 d'intérêt général et à but non lucratif, Alors, pardon, Actavista. j'ai une bêtise au début, c'est pas une Non, ouais. entreprise, c'est une C'est pas association. une entreprise, c'est une association. Et effectivement, une association qui a plus de 20 ans maintenant, son objet, il est vraiment d'accompagner des personnes en situation de précarité économique et sociale à reprendre confiance, reprendre de la dignité et les aider à se rebâtir un avenir professionnel et personnel. Et pour ça, on utilise comme support la restauration de patrimoine historique, donc pas n'importe quel bâtiment. On essaye d'aller confier à ces hommes et ces femmes qui arrivent souvent avec une confiance totalement en berne, des bâtiments que la société considère comme ayant de la valeur, de l'importance et qu'il faut à tout prix préserver parce que voilà, on a la conviction que c'est en transmettant des beaux gestes, en confiant des tâches nobles qui sont visibles, qui sont durables, que ce levier de reprise de confiance et de fierté permet de se réactiver en quelque sorte et pose un peu les jalons d'une insertion, d'une inclusion favorable, en tout cas optimisée entre guillemets. Donc Est-ce que effectivement, tu peux nous donner, Parker, est-ce que tu peux nous donner ouais. quelques exemples de bâtiments, le type de bâtiment sur lequel vous êtes intervenu avec Actavista? Alors le fleuron, si je puis dire, en tout cas le bâtiment sur lequel on a le plus gros impact social et sur lequel on intervient le plus longtemps, c'est le Fort Saint-Nicolas, et qui est en plein cœur de Marseille, qui est une ancienne forteresse militaire qu'on restaure depuis 20 ans maintenant et qui est basée sur le vieux port de Marseille et à qui on permet aujourd'hui d'avoir enfin, à qui on offre aujourd'hui une nouvelle vie, puisque les chantiers d'insertion ont permis aujourd'hui d'ouvrir une partie de la citadelle au public. Donc il y a une sorte de restitution de ce lieu patrimonial aux Marseillaises et Marseillais qui en ont été privés pendant des années. On intervient aussi avec le domaine national de Chambord sur la restauration du mur d'enceinte et d'éléments de patrimoine bâti. Voilà, on intervient sur toute forme d'édifice. Aujourd'hui, on intervient aussi en Occitanie sur une abbaye, l'abbaye de Saint-Sevé-de-Rustan. Donc voilà, on a un panel un peu varié de typologie de patrimoine. Mais voilà, encore une fois, l'idée, c'est que ce soit du patrimoine qui ait une histoire, qui ait une valeur, et que ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, n'ont jamais travaillé dans le bâtiment avant, puissent se reconstruire un avenir professionnel en participant et en apprenant les métiers liés à la restauration, qui sont des métiers en voie de disparition. Donc c'est vrai que nous, dans le contexte de cette table ronde autour de la régénération, alors déjà, on- je pense qui aujourd'hui, enfin, à part effectivement des projets comme ceux qui nous ont été présentés avant, mais dans des activités qui n'ont pas de vocation première à régénérer, en fait, je pense que c'est aujourd'hui très difficile d'arriver à des projets qui régénèrent vraiment. Nous, on s'est beaucoup interrogé sur cette question-là. Alors, je reparlerai de l'étude d'impact après, mais parce on a eu la chance de pouvoir participer à un parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Et c'était intéressant parce on participait à cette convention avec beaucoup d'entreprises qui avaient des business entre guillemets classiques et qui nous regardaient tous un peu en disant ah non mais vous c'est bon, vous êtes déjà régénératif, regardez tout ce que vous faites pour les hommes et les femmes que vous accompagnez. Mais en fait nous on se disait mais ok, mais en fait est-ce que le fait d'être
a priori un peu régénératif pour les hommes et les femmes qu'on accompagne, est-ce que ça nous exonère d'être régénératif enfin, ou en tout cas d'être exemplaire sur la dimension environnementale? Et c'est vrai que ça nous a fait prendre conscience un peu de cet équilibre général qu'il fallait absolument garder en tête avec toutes les difficultés que ça comporte quand on a un projet comme le nôtre avec voilà, des modèles économiques qui parfois sont fragiles. Déjà pour arriver à remplir son cœur de mission et de rajouter en fait cette dimension environnementale, on est en chemin, mais elle n'est pas toujours facile parce que ça repose aussi beaucoup sur les ressources humaines, sur notre capacité aussi à mobiliser du temps et des moyens pour pouvoir s'améliorer sur la partie plus planète. Et Euh, si tu me permets, Pâquerette, j'ai oublié de le mentionner, pardonne-moi, mais les activités d'Actavista ont aussi fait l'objet, pour le coup, d'un documentaire oui, qui s'appelle L'âge d'être libre, tout à fait. qui est réalisé sur les bénéficiaires des dispositifs du groupe SOS, dont Actavista. Mm, Et, je ne sais pas si tu veux revenir dessus, mais on suit dans ce documentaire le parcours d'un des salariés en insertion d'Actavista qui a un parcours de vie difficile, qui est mhm, un peu cabossé par la vie, mm, et qui part le chantier sur lequel il travaille, retrouve un sens. Cette séquence est vraiment magnifique dans le documentaire. mm. Et je peux peut-être te laisser en dire un mot si tu veux. Oui, oui, effectivement, on a eu beaucoup de chance. On a pu être participer en fait à la réalisation de ce documentaire dans le cadre des 40 ans du groupe SOS, qui avec voilà, une réalisatrice qui a su euh, poser un regard très finalement à la fois neutre et à la fois très beau sur des parcours de vie qui sont des parcours de vie de personnes qui sont accompagnées par les dispositifs du groupe SOS. Donc voilà, toujours des personnes, on dirait plutôt cabossé par la vie. Et nous, effectivement, c'est Jean-Luc qui a été suivi, qui est un de nos salariés en insertion sur notre chantier à l'abbaye de Saint-Sevé-de-Rustan, dans le département des Hautes-Pyrénées. Et c'est vrai que c'est une bonne illustration, en fait, des personnes qu'on accompagne, qui ont des difficultés multiples, qui n'ont pas juste un problème d'accès à l'emploi. En général, voilà, il y a des difficultés parfois psychologiques, des problèmes de logement, des problèmes de santé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a surtout, effectivement, ce problème de confiance, en fait, en soi et d'avoir besoin de retrouver un peu ouais, de dignité, de fierté. Et ça, je trouve qu'effectivement, le documentaire le montre assez bien comment, en fait, il y a une espèce de prise de conscience de la part de Jean-Luc aussi, dans le lieu dans lequel il travaille, du fait qu'il préserve et que peut-être dans 50 ans, ses enfants passeront à l'abbaye et diront, bah, voilà, mon père a participé à préserver ce site et à le restaurer. Donc oui, il y a quelque chose d'assez d'assez Touchant. intéressant dans ce qui se passe entre voilà, la valorisation du patrimoine et les personnes qu'on accueille sur nos chantiers. Et ça, c'est une bonne transition vers la question de l'étude d'impact parce que on avait fait une étude d'impact il y a très longtemps pour mesurer, alors vraiment axée sur une mesure très quantitative qu'on avait faite réaliser par un gros cabinet en pro bono il y a presque plus d'une quinzaine d'années, voilà, qui était très efficace pour chaque salarié recruté par Actavista, permet de générer des économies de 7 à 10 000 euros par salarié, économie générée pour la collectivité. Et puis on avait le souhait en fait d'essayer d'avancer sur une réalisation d'études d'impact plus quantitatives, peut-être plus approfondies. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la recherche. On a des chercheurs qui sont venus interroger un peu le modèle, travailler différents aspects pendant 3 ans. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on s'est rendu compte que on n'avait pas toujours le même langage, qu'on n'avait pas peut-être assez soigné, pris le temps de travailler notre cahier des charges. Mais ça a été une expérience très apprenante. Notamment, on s'était dit, oh là là, il faut absolument qu'on mesure la fierté des gens qui travaillent. Enfin, qu'est-ce que le patrimoine vient apporter en termes de levier de fierté au salarié d'insertion. Et en fait, on s'est rendu compte que il faut accepter qu'il y ait des choses qui ne se mesurent pas. Ou
ou ça veut dire n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller demander à des salariés en fin de parcours, en insertion? Bon, alors, au début, tu étais à zéro en termes de fierté. Est-ce que tu estimes que le fait d'avoir travaillé sur un édifice patrimonial de cette envergure, enfin, en fait, ça n'a pas de sens et ça nous a appris surtout voilà, accepter le fait que tout n'est pas mesurable, que ce qui est mesuré doit être appréhendé aussi avec beaucoup de recul parce que ce sont des espèces de modèles économétriques basés sur des indicateurs qu'on relève qui sont parfois perfectibles, qui peuvent être déclaratifs. En fait, il y a vraiment quand même derrière cette mesure d'impact beaucoup de choses qui sont, comment dire, qui peuvent être un peu aléatoires dans le fond. Donc certes, c'est important, il faut qu'on puisse montrer, notamment à nos partenaires Et financiers. justement, qu'est-ce que toi tu en retires? Quels résultats? On comprend bien les limites de l'exercice de la mesure d'impact, mais qu'est-ce que Mm. toi, comme directrice de l'association, tu retiens de ces résultats? Bah, en fait, ça conforte des choses qu'on sait déjà quelque part, mais qui sont estampillées par le sceau de la recherche, si je puis dire. Par exemple, un des enseignements qui a été tiré, c'est que rien que le fait d'identifier une problématique chez une personne qui est en situation de précarité, et ben, l'identification juste d'une problématique permet d'augmenter de 50% la chance qu'il retrouve un emploi derrière. Et de résoudre cette problématique réaugmente de 50% la chance de... Donc ça, c'est des choses qu'on perçoit, qu'on sent et qu'on constate au quotidien. Maintenant, aujourd'hui, bah, c'est quelque part, c'est prouvé par la recherche et ça permet de dire à nos partenaires et notamment à l'État qui nous soutient, bah, voilà, enfin, la question des freins à l'emploi et de ces problématiques-là, c'est un sujet qui est vraiment fondamental et il faut le valoriser et donner toute sa place dans l'accompagnement des salariés en insertion. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est mise à jour un peu du SROI classique. Voilà, pour 1 euro d'argent public injecté dans le projet, c'est 5 euros de plus-value générée sur les territoires. Et pour Après, les gens, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers de l'insertion, tu peux juste nous expliquer le mécanisme qui fait qu'1 euro inséré dans l'insertion permet d'en générer 5 en dépenses évitées, peut-être. bah, en fait, globalement, on permet à des personnes qui n'ont pas d'emploi depuis longtemps, pas de formation, il y a certains qui n'ont jamais travaillé, donc qui sont soit au minimum sociaux, soit complètement dans la pampa des aides sociales ou des non-aides d'ailleurs, d'être en contrat de travail salariés, accompagnés par les équipes de l'association pour se former, apprendre un travail, lever les problématiques qui peuvent être des freins à l'emploi, s'ils n'ont pas de permis de conduire, s'ils ont des problèmes de logement, etc. Et donc pendant 1 an, en fait, d'être dans un sas où déjà ils reprennent pied, ils recotisent aussi, en fait, ils se remettent dans le circuit habituel des rails nécessaires pour pouvoir vivre en France, quoi, cotiser, avoir un salaire, etc. Et donc tout ça, c'est des coûts, en fait, c'est des coûts évités pour la collectivité déjà pendant le temps de parcours chez nous. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'ils retrouvent un job. Donc à partir du moment où ils sortent en emploi, bah, là aussi, en fait, ça veut dire on a sorti, entre guillemets, ces personnes du système d'assistance qui génère des coûts pour la collectivité. Et par ailleurs, bah, indirectement, c'est toute la famille qui profite d'un changement de statut, c'est pouvoir consommer, manger. Enfin, ça permet aussi de contribuer à la dynamique des territoires. Et puis, c'est des talents surtout qui vont intégrer les entreprises du territoire, leur permettre voilà, de trouver comment dire, des équipiers, des coéquipiers qui permettent de développer l'activité économique, etc. Et puis, qui plus est, ça permet de valoriser, de restaurer le patrimoine historique et donc de dynamiser le tourisme. Et ça, c'est des choses, en fait, c'est toute la limite aussi de la mesure de l'impact. C'est que là, on l'a vraiment orienté sur le modèle social.
mais on n'a pas mesuré toute la dynamique liée à la restauration du patrimoine, etc. Donc c'est Ouais. toujours assez limité, ou alors il faudrait voilà, Donc, avoir pour une bien armada comprendre, de... le Fort Saint-Nicolas à Marseille, vous n'avez pas évalué dans quelle mesure sa restauration génère des entrées, des recettes touristiques pour le territoire. Exactement, exactement. Ok. Ça n'a pas encore été fait. D'accord, très bien. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que on voit bien l'importance des compétences, en tout cas, émerge dans ton discours le fait que les compétences des individus sont des ressources pour le territoire, font partie de l'écosystème sur lequel nos activités et les vôtres se développent, qu'on a besoin de les travailler et que finalement, prendre soin des individus et de leurs compétences a un intérêt et participe de la régénération des territoires. Et du coup, ça fait le lien avec Kevin. Kevin André, du coup, pardon, on se connaît du coup. J'ai tendance à ne pas dire ton nom, mais donc c'est Kevin André, fondateur de Kawa. Alors, je vais te laisser présenter les activités de Kawa, Kevin. Euh, Clairement, sous l'angle qui, moi, me paraît le plus intéressant, enfin, en tout cas, un angle très intéressant de l'activité humaine, c'est comment on peut refaire du lien social. Donc, on a vu les écosystèmes vivants, on a vu les individus, et puis il y a le lien entre les individus et ce qui nous permet de faire société. Et toi, tu as mené un projet complètement innovant à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Ok, avec plaisir. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Ok. Merci pour l'invitation. Merci Bertil pour cette animation. Bon, d'abord, moi, je voudrais dire que je me rends compte que j'ai un gros problème avec Awa, c'est que j'ai pas fait de documentaire et ça, c'est un énorme problème parce que j'ai l'impression que voilà. Donc, j'espère qu'un jour et bravo pour vos initiatives. Il y a des réalisateurs dans la salle. Ouais, N'hésitez voilà. pas. Ouais, le point de départ de Kawa, en fait, c'est la question du lien social. En fait, c'est intéressant. Je n'avais jamais fait le lien, c'est ce que je disais à Bertil en préparation, entre ce que fait Kawa et ses approches régénératives que je connais pas très bien, à vrai dire. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vraiment intéressant et je vais creuser. Il y a un délitement du lien social. Je ne vais pas vous asséner de chiffres et de statistiques, mais on a une forme d'épidémie de solitude en France et dans d'autres pays développés. D'ailleurs, c'est plutôt un phénomène de pays développés. En France, par exemple, on se rend compte qu'il y a 11 millions de personnes qui parlent à personne, c'est-à-dire qui ont moins de 3 conversations personnelles par an. Donc, c'est un phénomène massif et qui est hyper destructeur. Et Et donc, on a un sujet donné un finalement chiffre, tu m'avais Pardon. donné un chiffre qui m'avait laissé sans voix, c'était le rapport à la cigarette, la comparaison avec la cigarette. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est assez récent, hein, on s'est rendu compte que c'était un enjeu de santé publique. Il faut savoir qu'il y a un ministère de la Solitude en Grande-Bretagne et au Japon. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte par des études, on parlait de recherche tout à l'heure, que la solitude tue au moins autant que l'obésité, la cigarette ou l'alcool. C'est un vrai facteur de risque sanitaire. C'est pas seulement un problème entre guillemets psychologique, je me sens seul. C'est que quand je suis seul et quand je vis ma vie de manière isolée, en fait, j'ai par exemple 35%, je crois, de chances de plus d'avoir Parkinson, par exemple. Donc c'est vraiment très violent comme effet pour l'être humain. Et donc, on a un délitement de ce lien social. Et la question qu'on s'est posée à Kawa, c'est comment on peut essayer de contribuer à la régénération. Je ne le disais pas comme ça à l'époque, mais maintenant je l'utilise pour la régénération du lien social. Et en analysant le sujet, moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a des infrastructures de lien qui sont nécessaires pour le lien social. Et ces infrastructures de lien, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle, alors aujourd'hui, on appelle ça des tiers-lieux, par exemple. Mais en fait, historiquement, en France et à vrai dire même en Europe, c'est des cafés. Il y avait 600 000 cafés et bars en France il y a un siècle. Il n'y en a plus que 34 000. Donc, il y a une disparition massive, finalement, des infrastructures de lien. Et ces infrastructures, elles sont indispensables pour que le lien se vive. J'aimais bien tout à l'heure quand il y avait une des intervenantes a dit en fait il faut que ça puisse se régénérer seul, sans aide extérieure. Je pense qu'une des manières pour que le lien vive de manière entre guillemets autonome, c'est tout simplement qu'il y ait des infrastructures de lien. Donc ça veut dire quoi en fait des cafés. D'où l'idée de Kawa, c'est-à-dire Kawa, ce sont des cafés, mais qui sont plus que des cafés, qui sont des lieux de rencontre dans lesquels il y a beaucoup d'événements organisés par les gens. Et puis donc des cafés rencontres
et auxquels on rajoute, selon les projets, des bureaux partagés pour des acteurs de l'économie sociale, de la colocation intergénérationnelle, etc., etc. Voilà. Le pari, c'est que on arrive à régénérer du lien entre les personnes à l'échelle du quartier ou à l'échelle du territoire, et que ça se fasse finalement de manière pérenne, dans la durée, et de manière très participative, hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui créent eux-mêmes le lien, hein. C'est pas Kawa. Kawa est plus le réceptacle de ça. Pertil, tu es en muet. Oups, pardon, excusez-moi, encore une fois en muet. Dans ces activités-là, ou plutôt dans ta proposition de valeur, j'ai l'impression, mais je vais te laisser développer, que ça fait vraiment écho aux préoccupations d'un certain nombre de maires dans des villes de toute taille, les très grosses comme les villes moyennes ou les plus petites, qui cherchent justement ces infrastructures de lien social. C'est correct ce que je dis ou pas? Oui, tout à fait. Effectivement, on a une question de régénération, là encore, j'utilise le terme, mais notamment, alors peut-être un peu moins sur les métropoles, mais sur ce qu'on peut appeler les villes moyennes ou les villes intermédiaires, les villes dites Action Cœur de Ville, si on cite le programme interministériel qui a été créé pour redynamiser les centres-villes. Moi, je trouve que je suis parisien, que j'ai vécu toute ma vie dans une grand centre urbain. Et j'ai appris, grâce à Kawa, à connaître, à apprécier et à mieux comprendre ce qui s'est passé dans ces villes intermédiaires ou ces villes moyennes, qui pour le coup ont eu une très forte déprise démographique, hein, qui ont perdu beaucoup de population, qui ont perdu beaucoup d'activités souvent industrielles. Et ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, en fait, est très violent. Et donc le sujet, c'est comment on régénère, là encore, hein, l'attractivité de ces territoires, comment on redonne de l'espoir aussi. C'est des villes en fait qui ont été le creuset des mouvements gilets jaunes. On peut citer une ville par exemple comme Saint-Dizier, Berthil, que tu connais puisque vous avez travaillé sur le sujet avec Auxiliaire. Et pour avoir parlé souvent avec le maire, effectivement, il y a une forme de sentiment de déclassement, de désespoir dans ces villes où on a l'impression que en fait tout se passe dans les grands centres urbains, dans les métropoles, voire à Paris, et que nous, personne ne s'intéresse à nous. Et c'est un peu comme, pour reprendre le livre d'un sociologue, c'est ceux qui restent, quoi. Ceux qui restent et pas ceux qui sont partis de ces villes. Donc, quand on a perdu une grosse partie des ressources, des investissements, des capitaux, des personnes, des talents, des jeunes générations, comment on fait pour régénérer un territoire? Et nous, à notre petite échelle, Kawa, on pense qu'en recréant une infrastructure de lien qui a fait une forme de centralité, bah, on peut aider le territoire à se régénérer. Et on pense que c'est un peu une erreur de voir la rénovation urbaine comme sans tenir compte notamment de ce qui se passe dans les pieds d'immeubles, dans les commerces. Je sais que au groupe SOS, vous avez ce programme Incroyable le territoire qui est aussi sur ces sujets-là. Comment on recrée finalement du commerce de proximité. Voilà. Je pense qu'on partage aussi avec Actavista le sujet de la rénovation, du recyclage urbain. Il n'y a plus d'investissement, quasiment plus d'investissement immobilier dans ces villes, hein, à part en fait le logement social. Donc, comment on arrive à trouver des modèles économiques qui permettent de rénover les bâtiments eux-mêmes, et ça va permettre, encore une fois, de retrouver un dynamisme notamment pour le cœur de ville. C'est surtout un sujet de Super. cœur de ville. Ouais. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit, mais s'il y a des Parisiens parmi les participants, vous pouvez découvrir les activités de Kawa et aller manger un excellent repas pour un prix très modique. Avenue Doménil, je ne sais plus le numéro, Kevin, C'est au 24. On a un au projet à 20. Lille et on a un projet aussi à Marseille qui sortira d'ici la fin de l'année. Et donc, on travaille à des projets dans des villes intermédiaires, comme par exemple Montereau dans le 77, Saint-Dizier, je l'ai cité, Autun dans le Morvan. Il y a une Euh, question d'ailleurs de Agathe qui nous demande quand est-ce que Kawa vient à Saint-Dizier. Ben Pas encore. voilà, on y travaille. On y travaille. Et j'adore ce projet à Saint-Dizier avec une équipe municipale géniale. Je dois dire que, mais je pense que Actavista aussi parlait, je crois, de 20 ans de rénovation, si j'ai bien compris, du bâtiment à Marseille. C'est l'immobilier. Le problème, c'est que c'est long. Dans l'immobilier, il y a immobilité, en fait. Je n'avais pas compris cette petite subtilité. Donc, Saint-Dizier, avec plaisir, mais malheureusement, pas là tout de suite, mais ça va arriver.
Merci, et c'est top, Kevin, parce que ça fait la transition avec la dernière séquence que je voulais aborder. Des projets magnifiques. On a beaucoup parlé du côté positif de vos projets, mais je sais aussi que vous avez, comme tous les entrepreneurs sociaux, aussi des difficultés ou des défis à relever. Et spécifiquement, la question est assez vaste, mais quels sont pour vous les défis dans vos activités autour de la régénération? Pâquerette, tu disais, c'est compliqué de la mesurer, en fait, et vite on se heurte aux limites de l'exercice de la mesure de notre impact. Kevin, tu parlais de difficultés d'investissement. Amandine et Marie-France, vous dépendez beaucoup de partenaires privés avec lesquels vous travaillez. Aujourd'hui, je ne sais pas qui d'ailleurs veut commencer, mais quels sont les plus gros défis pour vous et, et comment vous pourrez les lever pour que vos activités régénératives puissent se développer encore plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manifester? Ah, et ben Pâquerette, c'est parti. Alors, moi, je me lance. Alors, évidemment, au-delà du défi, je pense qu'on partage probablement tous partiellement ou totalement de l'équilibre des modèles économiques de nos projets. En tout cas, nous, pour Altavista, je pense qu'il y a un des enjeux, c'est de justement que j'évoquais un peu rapidement tout à l'heure, c'est notre activité, elle est très orientée vers le social, accompagner les personnes en situation de précarité. Mais on a une activité, alors qui est dans la restauration de monuments historiques, c'est pas le BTP classique. On sait que la filière du BTP est une des filières les plus polluantes comme activité. C'est comment on peut ne pas laisser de côté en fait la dimension écologique, environnementale, et comment on arrive à faire aussi pivoter un peu nos projets pour les amener sur un champ, si ce n'est pas régénératif pour la planète, mais au moins le plus vertueux possible. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur nos chantiers en les rendant les plus éco-responsables possibles. Donc, on a vraiment transformé tout un tas de choses sur nos chantiers. On n'a plus du tout d'outils avec du plastique. On fait du réemploi au maximum. Enfin, voilà, on essaye de pousser un peu les curseurs pour éviter d'aller acheminer des matériaux qui viennent de très loin ou des choses comme ça. Mais après, même voilà, il y a des réflexions autour des activités même, support de ces chantiers d'insertion qui pourraient aussi aller vers des activités encore plus régénératives ou en tout cas encore plus vertueuses pour la planète. Quand tu dis, et avant de passer la parole à Marie-France, je crois, qui voulait intervenir, mais quand tu dis les fonctions support plus régénératives, tu penses à quoi en particulier? Non, pas des fonctions support, mais des supports. Bah, je pense par Ah, des exemple, supports, aujourd'hui, pardon. il y a des métiers émergents dans le champ de la transition énergétique sur lesquels il y a peu ou pas de formation prévue. Nous, on pourrait déployer des formations et surtout faire de ces nouveaux métiers des supports de chantier d'insertion et des opportunités pour former des salariés en insertion à ces nouveaux métiers qui vont, on l'espère, évidemment, se déployer de manière très forte dans les années qui viennent. Je pense au réemploi de matériaux dans le bâtiment, je pense enfin, voilà, à tout un tas d'activités qui sont en train de se développer et qui vont être, encore une fois, un champ de développement énorme et des opportunités pour des personnes en situation de fragilité qui cherchent à se former et à se reconstruire un avenir professionnel. Mhm. Ok, merci beaucoup, Bacrette. Marie-France, tu voulais intervenir? Oui, enfin, nous, c'est rajouter un peu les enjeux pour la suite. C'est clairement, alors, parce qu'on est encore jeune, nous, donc on a 5 ans tout juste, c'est des enjeux de changement d'échelle, en fait, d'arriver à un déploiement à une échelle qui devient significative et où on dépasse la contribution symbolique et rayonnante qui fait du bruit, qui a déjà un impact, mais qui se met un peu à la hauteur des enjeux. Et à propos Notamment, d'enjeux, Marie-France, tu cites souvent le kilomètre de haies qui est détruit chaque année en France. oui, c'est ça, en fait, moi, le point de départ de ce projet, c'était un rapport, une conclusion de rapport que je transmettais dans l'un de mes derniers documentaires, qui disait qu'il faudrait planter 25 000 kilomètres de haies par an d'ici 2050. Ça, c'était déjà posé il y a 10 ans pendant les accords de Paris. Qu'à l'époque, il se plantait, et aujourd'hui, ça va être toujours plus ou moins la même chose, 3 à 4 000 kilomètres de haies par an,
quand bien 23 000 kilomètres continuent d'être arrachés ou dépérissent chaque année. Donc, on est dans un endroit où on est un peu dans le pire cauchemar, où c'est pas seulement on court très vite pour faire du surplace et on continue de se faire aspirer par le siphon de la baignoire, en fait. Donc, et parallèlement, bien sûr, l'État qui s'était fortement engagé sur ces sujets-là, s'est redésengagé. Bon, voilà, comme tous les sujets, hein, donc le vivant et l'agroécologie n'a pas échappé à ça. Mais donc voilà, c'est comment est-ce que nous, association à 100%, pour le coup, nous on est à 100% financé par le privé et par les fondations privées, familiales ou les entreprises, et bien comment on arrive à embarquer la société civile, les collaborateurs, les entreprises à être des acteurs décisifs sur ces sujets, et parallèlement comment on arrive à embarquer tous les agriculteurs, du petit bio au grand conventionnel, sur ce projet pour que ce soit un espace de rencontre, de réconciliation et un projet de société qui se fait à la base sur un racinaire citoyen, qui se pose des horizons communs, quels que soient justement les points de vue parfois divergents et les capacités à se mettre en rythme, parfois et souvent à des tempos différents, mais au moins se donner un cap commun. Voilà. Ouais, un racinaire citoyen, c'est vraiment ce qui se dégage de la série documentaire. Encore une fois, je vous invite vraiment à regarder. Je crois que Marie-France t'a mis les liens vers les 2 premiers épisodes qui sont Voilà, gratuits sur YouTube, hein, c'est ça? exact. Vraiment, allez les voir, c'est assez stupéfiant. Amandine, je vois que et ça tombe bien que tu aies ouvert ton micro parce que j'avais une question pour toi. Dans le fameux contexte du backlash écologique dont tout le monde parle aujourd'hui, toi, tu travailles avec parfois des grands donneurs d'ordre. Est-ce que tu dirais que voilà, ce backlash écologique représente un défi pour les activités comme celle de Planète Urgence? C'est un défi pour le monde en règle générale, puisque pour Ouais. Planète Urgence, malheureusement, hein, j'adorerais que ça touche que Planète Urgence. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on partage tous des défis qui sont assez semblables. Effectivement, on a un enjeu de modèle économique dont vous avez toutes les deux parlé, où on a besoin de viabiliser des financements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui, par confort ou par opportunisme, sont en train d'arrêter les financements pour ce type d'action en disant c'est pas assez certain, j'attends pour voir. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi besoin de certitude, de cadre. Une entreprise, elle a besoin d'avoir des certitudes sur le fait que quand elle finance quelque chose, ça a de l'impact, mais aussi ça sera valorisable en interne, en externe, etc. Et donc, on a notamment créé la philanthropie climatique. On a sorti à Change Now qui permet aux entreprises d'aller au-delà du crédit carbone, de financer à travers la philanthropie des actions positives pour le climat et de pouvoir communiquer dessus, mais en s'appuyant toujours sur l'intérêt général avant tout. Ouais, et je pense qu'il y a des choses comme ça où il faut qu'on arrive collectivement à trouver des nouveaux formats de financement qui permettent des voies communes où tout le monde est à l'aise et en prend son parti. Donc, je pense que ça, c'est un premier enjeu. Trouver des financements innovants, un modèle économique qui convienne à toutes les parties. Je pense qu'on a un deuxième enjeu et enfin, on le voit là dans la presse depuis plusieurs années, c'est que la régénération, elle ne pourra pas se faire dans un monde ou dans des territoires qui sont en crise. Et nous, on voit une accélération partout sur nos terrains, des tensions, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient plus locales entre les humains. Quand il y a un État djihadiste qui arrive, on ne peut plus parler de régénération. Les djihadistes qui sont dans le nord du Bénin, dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont en train de pousser là dans le nord du Bénin. Il y a un parc naturel qui est exceptionnel. Et en fait, le parc ne fonctionne plus, les animaux s'en vont. On a récupéré là des éléphants qui sont arrivés sur les forêts sacrées parce qu'il y a tellement de braconnage par les djihadistes que le travail ne se fait plus, les populations migrent aussi, ça crée des pressions ailleurs. Donc, on a besoin aussi de travailler sur une stabilisation mondiale et malheureusement, ça ne va pas arriver dans les prochaines années. Donc, je pense que là, on est sur une période où
économiquement, on est en tension. Les acteurs sont assez attentistes avant de s'engager. Or, on a l'urgence, elle est maintenant. Et en même temps, on a un enjeu de stabilisation du monde qui est très fort. Et je pense qu'il faut qu'on puisse travailler collectivement sur ce que Mathieu Dardaillon, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Anti-Chaos, a remis en avant, c'est des îlots de cohérence. Et c'est comment est-ce que dans ce monde-là, un monde qui peut paraître vraiment chaotique, on va pouvoir, oui c'est ça Julien, je parle de ce parc-là, comment dans ce monde, on va pouvoir réussir à trouver des zones où on crée cette relation nature, enfin plutôt vivant, non vivant. On crée ces équilibres-là et comme ça, on arrivera collectivement, quand le moment sera le bon, à prôner ces exemples, à les mettre en avant, à les dupliquer. Mais pour l'instant, on en est là. Je pense que là, enfin, ça va être difficile de parler de passage à l'échelle, ça va être difficile de parler de transition. La réalité, c'est pas celle-ci. Là, Est-ce que pour l'instant, il c'est... faut qu'on arrive à résister, qu'on soit sur du temps long, qu'on soit sur de l'exemple, de la démonstration, de la résistance, et qu'on arrive à créer ces îlots de cohérence. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire partout, en fait, sur les 4 exemples qui sont là, c'est de démontrer qu'on peut faire différemment et que la vie en sort grandie. Et ces îlots de cohérence, j'imagine que tu les entendais de façon géographique, mais à mes yeux, vous êtes aussi des îlots de cohérence, pour le coup pas forcément géographiques, mais par les activités que vous menez, par la façon dont vous les menez, par les impacts qu'elles ont, ces activités. Je trouve que vous êtes, vous quatre, des îlots de cohérence, et c'est pour ça que j'étais hyper content de vous réunir ce matin. Si vous avez des questions, chères participantes et participants, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour les prendre. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose? Kevin, tu viens Oui, d'allumer ton micro. Ah, il y Allez-y. avait une question. Alors, Pascal, je vois attendez, peut-être une question. on vous donne la parole en 2 secondes. Il y a juste Kevin d'abord, et puis je Non, donne je la voulais parole. juste, tu posais la question des enjeux. Enfin, moi, je connaissais rien à l'immobilier, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à inventer sur la manière de revoir le rôle de l'immobilier dans la société. On travaille avec quelques compères de l'économie sociale et solidaire sur typiquement un fonds d'immobilier impact qui permettrait d'investir dans notamment le recyclage urbain et notamment dans ces villes moyennes et notamment Saint-Dizier, n'est-ce pas? Voilà, je pense c'est un secteur, l'immobilier, dans lequel il y a des gisements assez extraordinaires d'impact. Et comme c'est quand même un secteur qui est plutôt en crise, généralement, c'est dans ces moments-là qu'on peut peut-être réinventer de nouvelles manières de traiter le sujet. Voilà, en 2 mots. Pascal, c'est à vous. Merci, Kevin. Oui, oui, bonjour. En tout cas, Bonjour. absolument ravie d'être à vos côtés ce matin et d'être partenaire aussi des Lauriers. Merci beaucoup, Amandine, pour votre brillante présentation. Je voulais simplement vous dire, en fait, ben, du coup, nous, on a organisé un colloque au Sénat, donc sur le thème Mettre Mhm. l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026. Et du Pascal, coup, quand vous dites nous, c'est au nom d'une alors, nous, organisation? je suis fondatrice et présidente de l'ONG qui s'appelle AIODD. C'est l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Et du coup, on essaye vraiment de faire en sorte que ces fameux ODD soient plus connus et soient mieux intégrés en fait dans les politiques locales. Donc, ça regroupe évidemment les nombreuses problématiques dont vous parlez, puisqu'on essaie de promouvoir cette approche globale et intégrée en prenant en compte bien évidemment les questions écologiques. Et l'humain et en faisant en sorte qu'on puisse atteindre ensemble en fait le cap qui a été fixé dans le cadre de l'agenda 2030 par les Nations Unies. Et j'aime beaucoup l'idée en fait des îlots de cohérence parce qu'il faut qu'on puisse agir autant sur les stratégies que sur les tactiques, rentrer dans la dimension de l'intelligence émotionnelle aussi pour aider les acteurs à changer. Donc c'est vrai qu'on arrive mieux à se représenter ce qu'est un îlot de cohérence que ce que sont les ODD quand on les connaît pas. Et donc, du coup, ma question est double. C'est est-ce que, du coup, dans la déclaration du 18 juin, on peut aussi peut-être bien s'assurer que la notion d'ODD soit bien intégrée dans la perspective de bien montrer l'importance de l'interconnexion entre tous ces éléments et peut-être aussi, du coup, promouvoir les ODD avec ces notions d'îlot de cohérence, parce que c'est vraiment
On n'avait jamais en fait travaillé sur ce sujet de cette manière-là, mais c'est extrêmement parlant. On peut comprendre tout de suite en fait, et on rentre un peu dans le narratif de qu'est-ce que ça peut être la belle histoire entre le vivant humain et la nature, etc. Donc voilà, ça a beaucoup de sens. Et on va avoir une réunion au ministère avec le délégué interministériel le 2 juillet. Donc voilà, on peut peut-être aussi porter un message commun si vous voulez aussi préparer quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer de promouvoir au nom d'un collectif. Donc voilà, je pense qu'au niveau du ministère, le message de Brice Huet était vraiment excellent le 28 février, donc dans le cadre de ce colloque organisé sous le patronage de Loïc Hervé. Il était brillant, mais par contre, comme vous dites, ce retour en arrière, backlash, fait que du coup, au niveau du ministère, c'est pareil en fait. Voilà, donc, et on doit montrer qu'il faut continuer à nager à contre-courant ensemble. Donc voilà, tous vos messages sont les bienvenus et on s'en fera les porte-parole. Mais Ben, merci merci, beaucoup pour ces brillantes interventions. merci Pascal pour votre intervention et merci pour votre soutien aussi à la manifestation, parce que c'est grâce à des organismes comme le vôtre qu'on peut faire ce webinaire ce matin. Est-ce qu'il y a des questions? Merci à Amandine qui vient de partager le lien vers le livre de Mathieu Dardaillon qui parle des îlots de cohérence, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait convenu de se libérer à 10 heures. Il est 10 heures, mais on a le temps de prendre encore une ou deux questions s'il y en a parmi vous. Et s'il n'y en a pas, je vais remercier infiniment d'abord vous, les participantes et participants, et puis évidemment Amandine, Marie-France, Pâquerette et Kevin. Merci beaucoup de nous avoir Merci à toi. rejoints ce matin. Merci C'est un grand Bertie, merci plaisir à de vous tous. réunir. Si vous voulez en savoir plus sur leurs activités, donc je le répète, Amandine, c'est Planète Urgence. Je pense que ça tombe assez vite en haut des pages Google si tu tapes ça. Marie-France, il y a les liens vers le documentaire. L'association s'appelle Des enfants et des arbres. Kevin, c'est Kawa, K-A-W-2-A, avenue de Ménil. Et Pâquerette, c'est Acta Vista, en un seul mot, je crois, sur Google, ou En deux. deux, en deux, deux En deux parties. mots, voilà. Et pour retrouver le documentaire donc, qui parle des activités d'Alta Vista, ça s'appelle L'âge d'être libre. Voilà. Merci Merci. beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci. Merci à Et tous. Bonne Merci journée. Bertie. Merci Et, Jérémy. et merci à Thomas qui nous a mis en relation. Ouais, merci Thomas. Et à bientôt. Au revoir. De rien, avec Merci plaisir. beaucoup. Bravo. Bien. Au revoir.